pense que la force centrale est celle qui est susceptible d'apporter les réponses, même si elle souffre d'un immense handicap, qui est le fait que Emmanuel Macron a usé et abusé des pouvoirs qui étaient les siens et a montré une surdité sans égale. Et c'est en ça que je pense que, quelle que soit la victoire, imaginons même par miracle que le camp central finisse par gagner, je pense que ce serait alors une cohabitation nécessaire avec le chef de l'État. Une cohabitation nécessaire. Comment vous entendez ce diagnostic de Dominique de Villepin ? Presque comme un avertissement à Emmanuel Macron, parce que depuis la dissolution, le président nous parle de clarification. Et il espère encore, il a l'impression que ce sera possible que sa majorité l'emporte le 7 au soir. Et pourtant, quand on parle aux parlementaires aujourd'hui de sa majorité, ils sont très en colère de cette décision de la dissolution et ils ont juste envie de tourner la page. Ils ne veulent plus le mettre sur les tracts de campagne. C'est quand même la première fois que sur un tract de campagne du camp d'Emmanuel Macron, on n'a pas sa photo depuis 2016, depuis l'avant-présidentielle. Donc il y a quand même un tournant. Et donc, à la demande du Premier ministre lui-même. Et qui, lui, est pour le coup demandé par les parlementaires. Donc, on a l'impression quand même parfois d'une déconnexion du chef de l'État qui ne sent pas exactement ce qui va se passer et qu'il n'est pas sûr aujourd'hui d'arriver à avoir une majorité le 7 au soir. Alors, il ne sent pas ce qui va se passer ou il n'est pas sûr d'avoir une majorité ? Est-ce qu'il ne voit pas du tout la catastrophe annoncée pour son camp ? Est-ce qu'il est dans une forme d'auto-alimentation optimiste? On rappelle que, semble-t-il, avant les européennes, quelques jours avant, il estimait que son camp pouvait gagner 20%. Oui, jusqu'au bout, il était persuadé 20%. Donc là, est-ce qu'il est persuadé qu'il disait même 22%. Il se disait, ça va marcher. Donc, le soir de la dissolution, ceux qui sont mis dans la confidence, et puis après, quand il reçoit les ministres, attendent qu'il annonce soit des sondages qu'il aurait, soit un plan de bataille. Et en fait, tout le monde s'aperçoit que cette décision, elle n'a pas été préparée. C'est-à-dire que, normalement, quand on dissout, on est censé avoir un avantage sur ceux qui apprennent la décision au dernier moment. Là, les parlementaires de la majorité, non seulement ils n'ont pas un avantage, mais ils ont un inconvénient. C'est-à-dire qu'ils sont pris de court, ils ont très peu de temps pour préparer la campagne, et en plus, ils subissent la colère qui vise le président. Donc, ça donne vraiment l'impression que rien n'a été préparé et que ça peut annoncer une catastrophe électorale. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Dominique de Villepin dit, même si par miracle, le camp central l'emportait, de toute façon, il y aura une cohabitation. Mais avec qui ? Est-ce que ça veut dire que l'urgence, c'est d'enlever des pouvoirs à Emmanuel Macron ? C'est vrai que c'est un peu mystérieux, parce que, d'abord, il faudrait, a priori, vraiment un miracle. Enfin, moi, je ne veux pas paraître excessivement spéculatif. C'était un moment que, tous d'ailleurs, on suit les élections en France et en Europe. Une force qui est confrontée à une élection, quand elle fait 15% et qu'elle n'a pas d'alliés, elle perd les élections. Du coup, ça veut dire que ce camp central, on va essayer de se mettre dans le raisonnement de Dominique de Villepin, elle ne serait pas constituée de renaissance, mais de renaissance avec beaucoup d'autres autour. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il est douteux que ces autres le fassent sans exigence, c'est-à-dire qui consentent à faire un peu évidemment ce que Emmanuel Macron voulait. Je les obligerai à se rallier autour de moi. Mais après, pour obliger les gens, il faut avoir les moyens, et les moyens, ils vont se compter en nombre de députés le soir du second tour, et peut-être qu'effectivement, ça pourrait se constituer peut-être au cours d'un bloc central, mais pas forcément à la main d'Emmanuel Macron. De ce que l'on sait de l'état d'esprit du président, le témoignage d'il y a quelques jours, c'est qu'il pense que sa majorité fera plus que 20. Certains, même à l'Élysée, disent que ça peut aller jusqu'à 25%, c'est-à-dire très loin des sondages actuels, et qu'il a une forme de, je ne sais pas s'il faut dire déni, en tout cas, il considère que ce qu'on appelle son impopularité est très excessif, et que notamment quand il a fait un bain de foule à l'île de Sein, et après le bain de foule, il a dit à quelques personnes qui étaient là, vous voyez, je suis beaucoup plus populaire qu'on ne le dit. D'ailleurs, à l'Élysée, on insiste sur le fait que les sondages qualitatifs, parce qu'il y a les quantitatifs et les qualitatifs sur la personnalité du président, sont assez bons. Donc, il y a une forme quand même de déni sur le paysage. Il n'a toujours pas atterri, le président de la République. On lit ça et là dans les journaux, dans le Parisien, par exemple, mais des citations de macronistes. On est dans une démacronisation de la Macronie. C'était un terme de Bayrou, ça. Voilà, il faut démacroniser la campagne, mais il n'y a pas que la campagne qui est démacronisée. On a l'impression que les critiques sont
extrêmement vive, verte, sans précaution. On ne veut plus d'Emmanuel Macron. Les élus disent il faut qu'il arrête de parler, sinon on perd 1 à 3 points. On ne veut plus l'entendre, la page est tournée. La scène de l'île de Sein, de ce point de vue, est terrifiante pour lui. Il ne se rend pas compte, effectivement. Alors on lui prépare peut-être un village Potemkin, il croit qu'il est très populaire, mais il est dans ce déni qui était aussi à l'œuvre au moment des élections européennes. Je crois que c'est aussi un trait, probablement, de personnalité, du volontarisme d'Emmanuel Macron. Vous savez, c'est la personne qui dit il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot. Donc en fait, c'est pareil, il suffit de se présenter aux élections pour les gagner. En gros, sa psychologie est un peu celle-là. Il est en train de tomber de haut, visiblement. Si on lit l'article du Monde d'hier, notamment d'Ariane Chemin, on voit qu'il est furieux, qu'il engueule tout le monde, et on sait que le pouvoir isole. Mais alors là, c'est même plus une isolation, c'est un repli sur soi qui risque de le faire très rapidement déchanter. Dominique de Villepin a dit autre chose. L'ancien Premier ministre, confronté à la question de savoir quel est le péril qui menace la France, estime que le RN est un péril infiniment plus grand que le nouveau Front populaire. Pourquoi ? Parce que des violences surgiraient. Je pense que le risque d'une victoire du Rassemblement national, c'est de voir notre vie publique, et je ne pense pas uniquement à la vie politique, se transformer en un certain nombre de fronts, de champs de bataille. Je pense à la rue, bien sûr. Et de ce point de vue-là, il faudra faire preuve de très grande retenue, parce que toute manifestation, toute grève est susceptible de déraper, d'être exploitée. Nous risquons d'avoir un jeu de provocation et de réaction qui peut nous mener dans une situation de chaos. Je considère que la priorité doit être donnée à la lutte contre le Rassemblement national et que le Rassemblement national constitue aujourd'hui la véritable menace pour notre pays. Alors, vous entendez dire Chirac est anti-Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy n'a pas fait la même hiérarchie dans le journal du dimanche. Lui, il est chiracien. C'est très Chirac, oui, c'est ce qu'a dit Chirac en 2002, le fait qu'il refuse de débattre même entre les deux tours avec Jean-Marie Le Pen, donc Villepin est sur la ligne de Chirac. Il a dit sur la dissolution, parce que vous rappeliez tout à l'heure que c'était l'artisan, c'est lui qui, je crois, le premier a eu cette idée, c'est que le risque, à ce moment-là, c'était la victoire de la gauche plurielle et de Lionel Jospin à Matignon. C'était une alternance relativement, j'allais dire tranquille, en tout cas logique. Voilà, et que effectivement là le risque il est totalement différent, il est à 180 degrés. Et alors il justifie cette hiérarchisation entre le RN et le nouveau Front populaire par le fait que des violences surgiraient inévitablement en cas de victoire forte de l'extrême droite. Oui, il dit qu'il faudra entre guillemets presque avoir la main pas trop lourde pour éviter les dérapages. Il dit oui, il y aura forcément des confrontations, mais presque quels que soient les résultats, la société étant très crispée, ça annonce des violences. Le seul point positif de cette phase, c'est qu'aujourd'hui, la colère des Français s'exprime dans les urnes, ce qu'on n'a pas connu avec les Gilets jaunes ou ce qu'on n'a pas connu avec les émeutes. Donc c'est peut-être le seul point positif, mais on ne sait pas ce qui se passe le 7 octobre. En tout cas, pardon, ça ne vous surprend pas, cette hiérarchie ? Il aurait pu les renvoyer dos à dos, il ne les renvoie pas dos à dos. Il aurait pu, Nicolas Sarkozy a dit, la gauche est plus dangereuse que la droite. En tout cas, il s'est prononcé pour le bloc libéral. Oui, c'est ça, il ne le dit pas de cette manière. Il a quand même toujours été ferme lui, il contre les a mis extrêmes. dos à dos. Voilà, il les a renvoyés dos à dos. Pas Dominique de Villepin. Mais ça veut dire que Dominique de Villepin, non seulement est chiracien, sans doute, mais qu'il est républicain et qu'il se montre responsable, en fait. Non seulement ça tranche par rapport à d'autres responsables politiques des Républicains ou du camp macroniste, mais ça tranche avec le cadrage général macroniste, qui est aussi celui des médias, qui nous parle à longueur de journée des extrêmes, et qui renvoie dos à dos deux camps qui se situent de part et d'autre du président Macron. Villepin nous dit, on ne peut pas dire les extrêmes, il nous dit, il y a une asymétrie. Et de ce point de vue, à mon sens, il est tout simplement républicain. Le sujet est très important. J'ai un point de divergence avec ce qu'a dit Marion Mourgue. En tout cas, la société n'est pas très crispée. La société se vit comme très crispée. Revenez nous dire ça souvent. Je le vis tous les jours quand on rassemble des gens dans des réunions. La société n'est pas crispée. Non, la société, elle veut
qu'on se respecte, qu'on s'écoute, qu'on fasse ensemble, qu'on arrête les violences, qu'on arrête de s'invectiver. Ce qui est crispé, Comment vous le mesurez, ça, vous ? Je mesure dans les enquêtes, toutes les enquêtes qui posent la question de la société dans laquelle on est. Regardez les travaux de Destin commun, par exemple, du think tank Destin commun, qui ont montré comment sa société se vivait comme extrêmement polarisée, tout en déplorant d'être polarisé. On n'est pas dans la France de la haine des uns contre les autres pour l'immense majorité des Français. Il y a des gens qui sont effectivement dans un antagonisme fort. L'immense majorité des Français souhaitent une société apaisée et déplorent que le monde politique, les réseaux sociaux, l'espace du débat politique et du débat public soit dans l'antagonisme et l'insulte permanente, alors que les gens veulent qu'on s'apaise. Mais le débat politique est un miroir déformant. C'est un miroir extrêmement déformant, avec une très très forte contribution des réseaux sociaux. Ce qui se passe sur Twitter, c'est très 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 éloigné de ce qui se passe en France et de ce que disent les Français. En même temps, il y a une certaine contradiction aussi des Français, parce qu'ils vont aussi vers des émissions où il y a du clash, où il y a du buzz. Les jeunes... pas par 20 millions. 1 million, 2 millions d'audience sur les émissions qui cherchent ça. Mais ça ne veut pas dire... le fait de regarder quelque chose ne signifie pas qu'on adhère. Les gens adorent détester regarder certains programmes. C'est un mécanisme qu'on connaît bien, en fait. J'ai du mal à voir sur le terrain quand même une société apaisée. Depuis des années, il y a une colère qui s'exprime et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Ça aurait été illusoire de penser que cette colère était partie. On l'a vu au moment des émeutes. Il y a beaucoup d'inquiétudes et de préoccupations des Français à plein niveau et dans différentes couches de la société. Je ne crois pas qu'on soit dans une société... C'est pas contradictoire. Non, juste un point essentiel là-dessus. On parle d'une France fracturée. Leur colère, elle est contre leurs dirigeants. Leur colère, elle est contre les élites au pouvoir. Leur colère, elle est contre les gens qui ne les écoutent plus, qui ne les considèrent plus, qui les méprisent, etc. Entre eux. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Je viens de passer un an dans une agence dans le travail consiste à rassembler les gens dans des salles, à les faire parler. Ils aiment se parler. Ils sont heureux de constater qu'ils ont des divergences et qu'ils arrivent à en parler. Là, on est sur quelque chose de fondamental, parce qu'on est en train, depuis des décennies, enfin depuis une bonne décennie, de tendre à la France un miroir enlaidissant et déformant dans lequel elle croit se reconnaître et dont elle est désespérée. Mais l'aspiration profonde de la grande majorité des Français, c'est qu'on arrive enfin à se parler.